Dans ce deuxième épisode des entretiens de Nevermind, je reçois Pascal Bianic qui met à profit ses nombreux talents pour accompagner les particuliers et les entreprises vers une meilleure qualité de vie. Nous allons notamment aborder les sujets du bien-être en entreprise, du burn-out, de l'EFT et de la méditation. Bonjour Pascal et merci d'avoir accepté cet entretien. Bonjour Ludovic. Alors, tu as plusieurs cordes à ton arc. Tu es coach, formateur, auteur, musicien, percussionniste. Et globalement, l'essentiel de ton activité est tourné vers l'accompagnement des individus et des organisations vers une meilleure qualité de vie et notamment au travail. Voilà, tout à fait. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et sur ce qui t'a amené à consacrer ta pratique professionnelle au bien-être, tant auprès des grands groupes qu'auprès de particuliers? Donc j'ai un parcours en 3 étapes. J'ai commencé en tant que musicien professionnel et j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que j'ai fait un très beau parcours. J'ai la chance d'avoir joué dans le monde entier, dans des grandes salles. J'ai vraiment fait un très beau parcours. Mais dans ce métier, il me manquait quelque chose, c'était l'humain. Parce qu'à l'époque où moi je faisais ce métier, c'était un métier très concurrentiel et très difficile, très dur, il fallait avoir les dents qui rayent le parquet. Et c'est ce qu'on disait en tout cas. Et moi, il me manquait cette dimension humaine. D'accord ? Alors, quand je m'en suis rendu compte, c'est suite à mon divorce. J'avais à peu près un petit peu plus de 30 ans. J'ai eu un divorce qui a été très dur pour moi à vivre. Et au sortir de ce divorce, j'ai réalisé que là, il fallait que je prenne soin des gens. En fait, c'était ma planche de sortie, en fait. C'était ma porte de sortie. Et donc, j'ai créé ma société qui s'appelle Akatou Musics, les percussions au service de votre bien-être. Et là, j'ai commencé vraiment à prendre soin des gens avec ce que je savais faire, c'est-à-dire de la musique. Donc, j'ai commencé à travailler avec les enfants. Alors, des enfants sourds, des enfants autistes, des enfants dans toutes les écoles, des spectacles jeunes publics et ainsi de suite. Et puis, progressivement, on m'a fait venir dans le monde de l'entreprise. Et là, avec l'entreprise, c'est pareil. Alors, c'est venu petit à petit, parce que j'ai commencé à travailler avec les grands groupes, avec SNCF, avec Bouygues, avec tous ces groupes-là, BNP. Et l'idée, c'était d'apporter de la joie, de l'écoute, une façon de travailler en groupe, de travailler ensemble, et ainsi de suite, mais avec les percussions. Et là, pendant 15 ans. Donc la première étape, c'était musicien pendant 15 ans. La deuxième étape, c'est à peu près la même chose. Dans les grandes entreprises, dans les grands groupes, à coacher des centaines et des milliers de personnes, puisqu'on coach aujourd'hui, avec les coachs que j'ai formés, on coach des équipes allant de 8 à plus de 600 personnes. Donc avec toutes les percussions, c'est assez extraordinaire à voir. Voilà. Et puis, pendant tout ce chemin, j'ai continué mon travail sur le Hatha Yoga, sur la méditation, et j'ai continué de me former. Donc on en parlait tout à l'heure, j'ai continué de me former à l'Ho'oponopono, technique Nado, EFT, ainsi de suite. Et petit à petit, c'est un entonnoir, j'affine, et depuis plusieurs années, donc je reçois les gens dans mon cabinet pour de l'EFT, et je forme maintenant vraiment sur le bien-être et le mieux-être au travail. Voilà, j'ai affiné pour arriver là où je voulais en être au final depuis toujours. Mais c'est un long chemin qui arrive là où je voulais en être. Super. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous décrire une de tes dernières missions, une de tes dernières interventions? J'ai cru comprendre que tu étais parti assez loin, il n'y a pas si longtemps que ça, pour faire une formation sur le bonheur au travail. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Voilà, donc la dernière formation c'est pas la dernière, mais mon dernier voyage date de 15 jours, et je reviens donc de Tahiti, qui était un très très beau voyage, et surtout une belle formation, donc 3 jours de formation sur le bonheur au travail avec une équipe de 20 personnes. Là, c'était pour des enseignants, en fait. Et ça a été ce que je dis, c'était un vrai cadeau. D'abord des personnes qui avaient vraiment besoin d'un coaching, parce que c'est Tahiti, on pense au soleil, on pense au Vahiné, c'est super. Mais en vérité, on avait des personnes qui avaient vraiment besoin d'aide et besoin d'outils concrets. Donc ça a été 3 jours vraiment merveilleux. Voilà, c'est mon dernier voyage. Bon, super. Donc là, tu parlais de bonheur au travail. La question de la qualité de vie au travail, c'est un vaste sujet.
sur lequel les grands groupes communiquent de plus en plus. On en parlait tout à l'heure, et on voit fleurir de plus en plus de formations, d'interventions et d'ateliers sur le sujet du bien-être en entreprise. Alors, quelle est ton approche sur ce sujet? Question en fait plus détaillée. Ne crains-tu pas d'être quelque part instrumentalisé par les entreprises faisant appel à toi et qui souhaitent faire du happy washing? Alors rapidement, le happy washing, c'est utiliser le bonheur au travail pour valoriser sa marque sans mettre en place d'actions réellement concrètes et ayant un réel impact. Donc, est-ce que c'est une crainte que tu peux avoir alors même que la qualité de vie au travail, c'est un sujet qui est réellement problématique et qui ne peut pas faire l'objet de formation gadget. Bien sûr. Non, alors c'est une vraie bonne question parce que merci. Parce que je crois qu'en tant que formateur, on se pose tous ces questions. Qu'est-ce qu'on vient faire dans cette entreprise? Quel est le but réel de l'entreprise? Moi, j'y réponds de façon simple par ma motivation. Ma motivation, c'est de prendre soin des êtres. Alors, que je sois instrumentalisé ou pas, c'est pas le point pour moi. Le point, c'est d'aller planter des graines et d'arroser celles qui ont peut-être déjà été plantées. Mais en tout cas, le point pour moi, c'est de donner des outils concrets aux personnes. Donc, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit sa motivation, moi, je suis là. Et je sais que avec ma motivation, avec mon pouvoir, avec ma force, je peux apporter un bien-être concret à ces personnes. Et ensuite, elles pourront en faire ce qu'elles ont à en faire. Mais donc, je ne m'interroge pas vraiment sur cette question-là. Après, bien évidemment, ma motivation fait aussi que je suis capable de, quand je prépare la formation avec quelqu'un, je suis capable de déceler si on veut m'instrumentaliser. Et dans ce cas-là, je suis capable aussi de réorienter. C'est important. Mais ceci dit, c'est très rare, parce que les personnes qui demandent des formations bien-être ont réellement, souvent ont réellement envie de ces formations-là pour leur personnel. C'est rare de tomber sur des personnes comme ça. Donc tu as une position relativement ouverte en fait sur la question. Oui, et moi, ce qui me protège de ça, c'est ma motivation. Ma motivation, c'est quoi? C'est de prendre soin des êtres. Et c'est vraiment de planter des graines et de donner des outils concrets. À partir de là, les outils, les personnes, elles les ont, quelle que soit la motivation de l'entreprise. Et c'est pour elles. Elles peuvent les réinvestir dans leur vie quotidienne. Elles peuvent les réinvestir avec leurs enfants. Donc on est 100% gagnant de toute façon. Oui, quelque part, il n'y a pas de jugement là-dessus. C'est assez... j'aime beaucoup cette conception. C'est assez ouvert, en fait. C'est ouvert, c'est ouvert. Alors, parmi tes interventions, j'ai vu que tu accompagnais les personnes victimes de burn-out à se reconstruire et à redonner un sens à leur vie. Et pour cela, tu utilises notamment un outil qui est l'EFT. Alors, peux-tu nous expliquer ce qu'est l'EFT? Donc, l'EFT, en quelques mots. Déjà, EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. Donc, c'est une technique de libération émotionnelle qui a été créée par Gary Craig dans les années 80-90, qui vient de la PNL, d'accord, programmation neuro-linguistique. Donc, c'est une technique douce, non invasive, et ça, c'est vraiment important dans le traitement des traumatismes, qui allie tout à la fois l'acupuncture asiatique avec la psychologie occidentale. Donc on va travailler sur les méridiens, c'est la partie asiatique, et on va travailler sur la gestion des émotions avec, c'est la partie psychologie occidentale. Voilà, donc c'est une technique qui se base sur nos problèmes actuels, d'accord, découlent de perturbations qui se logent souvent, le plus souvent, dans notre enfance ou dans notre parcours, avant le moment, dans notre passé. Et on va aller déloger ces perturbations, ces traumatismes, ces paroles qui ont généré des croyances, des tensions, des limitations, mais aussi qui peuvent déclencher des maladies ou des choses comme ça. On va déloger le moment où ça s'est engrammé dans notre corps et dans notre esprit. Voilà, on va travailler sur ça. Donc c'est une technique passionnante et surtout très puissante, très 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 puissante. Justement, donc c'est puissant et quels sont un peu plus précisément les bienfaits que tu as pu constater chez les personnes que tu accompagnes et notamment
sur ce sujet du burn-out? Précisément sur le burn-out, les bienfaits immédiats, c'est une diminution quasi immédiate du stress, déjà, donc de la tension et de la pression. Ça permet vraiment de faire descendre toutes les intensités. L'EFT fait ça, elle permet de baisser toutes les intensités. Une fois qu'on a baissé ces intensités, alors on peut travailler sur quelle est la cause du burn-out en fait. Ça, c'est vraiment important. Parce que souvent, on se rend compte que dans le burn-out, qu'est-ce qu'il y a? La personne est maltraitée au travail. La personne n'arrive pas à obtenir ses objectifs, à tenir ses objectifs. Et c'est traumatisant pour elle. Ou la personne a vécu un échec grave. Et là, on va aller chercher les traumatismes. On va aller chercher les traumatismes. Qui peuvent être des paroles blessantes, par exemple, de la part de sa hiérarchie, à répétition. On va lever les traumatismes. D'accord? Une fois qu'on a fait baisser les intensités, on va lever les traumatismes. Et à partir de là, les traumatismes, ils n'agissent plus. Tu comprends? D'accord. Une fois que tu les as levés, ils n'agissent plus en toi. Donc, qu'est-ce que tu gagnes? De la sérénité, de la présence, et puis tu peux, petit à petit, tu peux te permettre de te reconstruire. Parce que tous ces traumatismes-là qui étaient de l'ordre de l'inconscient, aujourd'hui, n'agissent plus en sous-marin en toi. Alors, tu es libéré. En fait. On les déracine. Et donc, à partir de là, tu peux beaucoup plus facilement te reconstruire. C'est beaucoup plus rapide. Grâce à l'EFT, le processus est vraiment très rapide. Est-ce que toi, à titre personnel, tu utilises l'EFT sur certaines difficultés que tu peux rencontrer? Ouais. Donc, oui, j'utilise tout à fait l'EFT. Déjà, en tant que praticien EFT, je fais une pratique qui s'appelle la procédure de paix personnelle, donc où on va revisiter les événements traumatiques de notre passé et on va tous effectivement travailler dessus de façon à ce qu'ils n'agissent plus de façon inconsciente à travers nous. Donc si tu veux, en tant que praticien, et pour moi un praticien sérieux, c'est forcément quelqu'un qui a fait sa procédure de paix personnelle. Parce que déjà c'est une bénédiction pour ta propre vie, et puis ensuite... imagine que tu n'aies pas fait ce travail-là, il est tout à fait possible qu'en séance, un client vienne te voir ou un patient et te dise quelque chose et puis ça va te déclencher et puis tu vas te mettre à partir avec lui. Donc ça, c'est pas possible, c'est pas sérieux. Donc tu dois vraiment faire ta procédure de paix personnelle et à partir de là, ça allège considérablement ta vie, c'est certain. Enfin, en tout cas, la perception que tu as de ta vie. Tu me parlais des séances que tu peux avoir avec les personnes que tu accompagnes. Est-ce que tu peux me décrire en quelques mots comment se déroule une séance? Est-ce que ça dure longtemps? Est-ce que c'est compliqué? Alors, donc les séances, en fait, elles sont... la première séance, elle dure 2 heures. Donc on fait un travail très complet pendant 2 heures. Belle séance. Et les séances suivantes durent 1h30. D'accord? Dans la première séance, on va vraiment faire un travail de détective. C'est-à-dire aller chercher justement ces traumatismes. Parce que souvent, la personne vient avec une problématique très large. Notamment, je suis en burn-out. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en burn-out, oui, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ou je suis harcelé au travail. Ok, mais quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on doit faire un travail de détective et remonter. Par exemple, je suis harcelé au travail. Est-ce que ça a commencé? Est-ce que ça date juste de votre travail ou est-ce que ça a commencé avant? Ah oui, non, je me souviens, ça a commencé à l'école. J'ai déjà eu des précédents à l'école. Ok. À l'école, à quelle époque? Lycée, collège? Oui, mais avant, il y a déjà eu quelque chose? Ah, mais je me souviens, à l'école maternelle, j'ai eu ça. Et là, on va remonter. Parce que, peut-être tu le sais, mais la plupart des traumatismes et des croyances s'installent entre 0 et 7-8 ans. D'accord? Donc nous, notre travail de détective pendant la première séance, c'est de remonter le plus possible dans la vie de la personne pour pouvoir enlever les traumatismes qui sont là et qui agissent à répétition. Parce que les mêmes circonstances se répètent et se répètent et se répètent. Donc on va aller chercher le plus loin possible. Okay? Voilà, on fait ce travail de détective et ensuite, on arrive au tour de FT où on va aller tapoter sur les méridiens. Donc avec des points précis qui sont répartis, des phrases précises, c'est-à-dire que le praticien que je suis va guider la personne, va proposer, d'accord? Et puis la personne, elle va dire quels sont ses symptômes, est-ce que j'ai une douleur qui vient, qui va, où elle est, voilà, on va travailler sur différents aspects, et ainsi de suite. Donc il y a un vrai travail et c'est passionnant à faire.
Alors, pour les personnes qui visionnent, est-ce que tu pourrais nous faire, je ne sais pas si c'est possible, une petite démonstration d'un, comme tu dis, un tour de FT sur une problématique, je ne sais pas, par exemple, pour quelqu'un qui aurait une problématique de stress au travail. Alors, l'idée ici, c'est que l'EFT, moi je la présente souvent en atelier et ainsi de suite. C'est un outil qui est très puissant et qui fait s'élever les émotions immédiatement. D'accord ? Donc, quand tu la présentes, tu ne peux pas la présenter sur du stress parce que tu risques de toucher des mémoires de stress des personnes qui sont en face et là de faire s'élever des choses inutiles. Alors, l'idée pour présenter un tour de EFT, c'est de le faire sur la respiration. D'accord ? Et par exemple, quand on le fait sur la respiration, on va demander aux participants de prendre une grande inspiration et puis de regarder entre 0 et 10 à combien ils estiment que leur respiration est aisée, de 0 à 10, tu vois ? Et 10, c'est le maximum, 0, bon, on ne peut pas respirer. Voilà, et souvent, l'ensemble des participants, souvent, c'est entre 5 et 7, à peu près. D'accord ? Et puis là, on va faire, alors du coup, j'ai une respiration qui est un peu restreinte. C'est l'exemple qui est donné par Gary Craig qui est vraiment génial, parce que ça marche à 100%. Et puis on va faire notre première phrase, par exemple notre phrase d'approche, qui est « Même si ma respiration est un peu restreinte, aujourd'hui je m'accepte complètement et profondément ». Donc là, il y a une notion d'acceptation, c'est bon. Et ensuite, on reste juste sur le mot « respiration restreinte ». Et on fait un tour, respiration restreinte, ma respiration est restreinte, limitée, ma respiration est limitée. Tu vois, on fait ce tour de FT comme ça. Ma respiration est limitée. Voilà, c'est très simple. Ça, c'est un tour complet. Et on réévalue, on re-respire, on réévalue. Et là, on s'aperçoit qu'on a gagné 1 ou 2 points. C'est plus fluide, c'est plus facile, on se sent mieux dans notre corps, on prend plus d'air. Alors, des fois, le premier tour, ça ne marche pas, mais dès le deuxième, il y a quelque chose qui se passe. Une ouverture. Très rapidement, en fait, on constate pour soi-même une amélioration, et quelque part, ça paraît assez fort. C'est le côté merveilleux de l'EFT, mais c'est aussi son danger. Parce qu'on s'attend à quoi ? On s'attend à avoir des résultats immédiats. Donc on s'attend à avoir quelque chose de très facile. D'accord ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu vas sur Internet, tu trouves toutes sortes de choses sur l'EFT. Mais au final, moi là, il faut vraiment rendre hommage au travail de Gary Craig, qui a vraiment restructuré pour éviter toutes les dérives qu'on voit aujourd'hui sur Internet. Parce que le vrai travail de l'EFT, c'est d'aller, pour qu'il soit constant et à long terme, c'est d'aller chercher les traumas du passé. Et là, on obtient un vrai résultat à long terme. Sinon, effectivement, il y a toutes sortes de choses aujourd'hui, mais c'est pas... Avec l'expérience, maintenant, je me rends compte que c'est pas vraiment l'EFT. En tout cas, c'est pas fait avec la motivation de Gary Craig, par exemple. Et aujourd'hui, c'est défendu par Diane et Alain Van der Velde qui sont en Suisse. Et il y a une qualité ici qui est indéniable et qu'il faut aller privilégier. Il faut se diriger vers des vrais praticiens. Parce que sinon, on a cet effet, on appelle ça la minute miracle. On fait, allez, c'est parti, c'est génial, c'est génial. Alors ça fonctionne sur tout. Et puis on se rend compte que ça fonctionne sur beaucoup de choses. Mais la véritable EFT, c'est celle qui va aller chercher tout ce qui fonctionne en toi de façon inconsciente. Et là, il faut aller le chercher loin. Et là, ça génère un vrai changement. Donc j'insiste un peu là-dessus parce que sinon, c'est un peu gadgetisé aujourd'hui l'EFT. C'est devenu un peu gadgetisé. Beaucoup de coachs s'en sont emparés et c'est devenu gadgetisé. Il y a même des gens qui proposent, j'ai entendu ça, des formations en 3 heures et qui te certifient EFT. Et là non. Là, vraiment pas. D'accord. Tu penses qu'il faut donc, pour quelqu'un qui s'intéresse à l'EFT, plutôt se diriger vers des personnes qui ont été formées et certifiées avec le créateur même de la pratique. C'est ça. Soit par, bien sûr, Gary Craig, il est aux États-Unis, donc c'est pas forcément facile, mais sinon il y a EFT Suisse, d'accord, qui est donc les centres développés par Diane et Alain Van der Velde, et c'est vraiment, c'est vraiment là qu'il faut aller chercher. L'EFT véritable, elle est là. Parce que moi j'aime remonter à la source. J'aime avoir des transmissions authentiques. C'est important pour moi. Et donc, je vais toujours chercher les créateurs, ou en tout cas ceux qui ont une vraie lignée de sagesse. Et ça, c'est important. Je pense que ça peut parler aux personnes qui vont écouter cette intervention.
Alors, l'EFT, c'est très bien, mais ce n'est pas la seule approche que tu proposes dans tes accompagnements. Si je ne me trompe pas, hein, ils sont structurés autour d'outils adaptés aux besoins des personnes que tu accompagnes. Et tu utilises notamment la méditation, ce qui, pour le formateur en méditation que je suis, est un ravissement, je dois l'avouer. Et à ce sujet, tu pratiques la méditation depuis 25 ans. Je suis allé voir sur ton site, en fait, qui est très bien fait d'ailleurs. Okay, et j'ai vu que tu as été formé auprès de grands maîtres tibétains. Ouais. Donc, dans la mesure où on se trouve sur une chaîne où l'on parle beaucoup de méditation, peux-tu nous en dire un peu plus sur ton parcours de méditant, sur les traditions qui te sont chères et sur les pratiques qui sont les tiennes? C'est une question large. Question large. Je te laisse la liberté d'y répondre comme tu le souhaites. Alors, mon parcours de méditant, j'ai mon maître Racine. Mon maître Racine, c'est Sogyal Rinpoche, qui est un maître qui est décédé l'année dernière. Et je lui rends vraiment un hommage sincère et ému parce que plus j'avance sur la voie et plus je me rends compte de ce qu'il nous a offert, de ce qu'il nous a vraiment donné et apporté. Après, c'est un maître qui a été décrié, un peu comme Shogyam Trungpa, parce que oui, c'est des méthodes qui sont particulières, c'est des attitudes, des personnalités particulières. Mais en même temps, grâce à Sogyal Rinpoche, j'ai pu rencontrer et recevoir les bénédictions de Yangtang Rinpoche, de Trulsing Rinpoche, de sa sainteté de Dalai Lama, de Shakduk Kadro, de Kandro Rinpoche, enfin Mingyur Rinpoche. J'ai reçu vraiment beaucoup de bénédictions sur mon chemin et c'est vraiment ça, c'est extraordinaire. Et tout ça, je le dois à Sogyal Rinpoche. Donc c'est vraiment mon maître Racine et je lui rends vraiment hommage. C'est mon maître. Voilà, ça c'est par rapport à mon chemin. Et puis bien sûr, je fais de Nandro et puis ainsi de suite, hein, toute la voie du bouddhisme tibétain, qui est une voie assez incroyable, qui est merveilleuse en fait. Et puis ma pratique, je dirais ma pratique de cœur, et celle qui transparaît dans mon activité, c'est Tonglen. Voilà, c'est ma pratique de cœur, donc c'est celle qui consiste à prendre la souffrance des êtres dans notre cœur, la transformer en lumière, en énergie d'amour et redonner notre propre bonheur à ces êtres. Voilà, c'est vraiment ma pratique. Si je devais garder une seule pratique, pour moi ce serait Tonglen. C'est ma pratique de cœur. D'accord. Voilà. Et est-ce que j'imagine que tu pratiques donc tous les jours et sans arrêt, que ça t'apporte donc tout ce dont tu as besoin. Du moins une partie. Alors, moi, je suis un pratiquant dans ce monde occidental, donc je suis honnête avec moi-même. Quelquefois, il y a des jours où je ne peux pas pratiquer, c'est comme ça. Il y a des jours où on a besoin de faire vivre notre entreprise et on ne peut pas pratiquer, il faut être honnête. Et puis, il y a des périodes où effectivement, il y a beaucoup de pratiques et on se rend compte que tout est plus fluide dans les périodes où on pratique beaucoup. Donc voilà, en tout cas, depuis 25 ans, j'essaie d'avoir une régularité. J'en parle dans mes posts pour les personnes que je coach. Je fais très attention à ça, que la méditation ne devienne pas une cause de culpabilité. C'est-à-dire, on fait avec les moyens qu'on a. Ce n'est pas une raison pour s'auto-excuser tout le temps, mais on fait avec les moyens qu'on a. Et à partir de là, l'idée, c'est chaque jour de faire du mieux qu'on peut. Parce qu'on peut tomber très vite dans l'erreur de aujourd'hui j'ai pas pratiqué, aujourd'hui j'ai pas médité. Et du coup, qu'est-ce qu'on génère ? On génère de la culpabilité, du stress, de la pression. Et ça va à l'encontre même de la pratique de la méditation. Donc je fais très attention à ça. Et surtout, je fais très attention quand je transmets des outils aux personnes qui sont en face de moi, de leur dire attention, vous êtes sur votre chemin là où vous êtes et vous devez faire avec ça. Donc, il ne faut jamais oublier que le bouddhisme tibétain ou le Vajrayana, c'est la voie de l'aspiration. Donc, ça ne permet pas. C'est pas une auto-excuse qu'on va se chercher, mais bon, on travaille avec les circonstances qu'on a. Donc là-dessus, je reste avec beaucoup d'humilité parce que je suis loin d'être un grand méditant ou quoi que ce soit. J'ai ma pratique. Elle transparaît dans mon activité parce que
c'est un point c'est le point pour moi le plus important de toute pratique, c'est comment on l'applique, comment on en réalise les implications. Et ça, Sogyal Rinpoche a fait beaucoup d'enseignements dessus, c'est quelles sont les implications de ce que vous recevez. Et donc pour moi, très tôt, en fait, tu vois, depuis 15 ans, je prends soin des êtres dans mon activité, et ça c'est quoi? C'est ma motivation qui va dans mon activité. Et je fais très attention vraiment à réaliser les implications. Sinon tu peux pratiquer des heures sur ton coussin, ressortir, et puis te comporter comme n'importe qui, enfin bon. Donc vaut mieux 5 minutes sur ton coussin, mais qu'ensuite toute ta journée, peut-être tu réalises les implications. Et c'est un travail dur, c'est un cheminement long, mais je trouve que c'est bien plus important que d'avoir toutes les notions et de comprendre tous les livres sacrés et de ne pas les appliquer du tout. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma façon de faire et ma façon de voir. C'est très inspirant tout ce que... Et je dis bien que c'est pas facile. Ah, ça, je dis bien que c'est pas facile. Hein, donc c'est quelquefois en conférence, les personnes à qui je parle me disent « Ouais, mais alors là, c'est un monde de bisounours » ou là... Non. Voilà, c'est une voie de l'aspiration. Et on travaille tous les jours pour s'améliorer. On a une aspiration, une motivation, et tous les jours, on essaie de venir dessus. Et puis, quelquefois, on l'oublie. Et puis, quelquefois, on se met en colère. Et puis, quelquefois, voilà, c'est comme ça, mais ça fait partie du chemin. Et personne n'est absolument parfait. Et on doit faire simplement le mieux qu'on peut chaque jour. C'est ça qui compte. Super. Voilà. Je n'ai rien à ajouter sur ces paroles. On arrive au terme de cet entretien, très, très enrichissant, en tout cas pour moi. Voilà. Et je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Est-ce que, avant de nous quitter, tu souhaiterais ajouter quelque chose, un détail que tu aurais voulu ajouter, ou simplement préciser où est-ce que les personnes qui souhaiteraient te contacter pour être accompagnées par toi en coaching ou sur le l'EFT, voire sur la méditation, est-ce qu'ils peuvent te contacter sur des réseaux sociaux? Est-ce que tu as un site web, etc. Oui, donc en fait, on peut me contacter, je suis très présent sur le web, parce que c'est un bel outil moderne pour communiquer, et même pour prendre soin. Même pour prendre soin. Les personnes que je coach reçoivent des rappels fréquents de ce qu'on a vu ensemble, sous la forme de petits insights, des petits rappels pour continuer à nourrir les graines. Donc c'est des outils pour prendre soin, et c'est fabuleux. Et voilà, donc on peut me retrouver, mon nom c'est Pascal Bianic. À partir de là, on tape ça, je suis sur Facebook, sur YouTube, j'ai des sites internet, je suis sur Instagram. De toute façon, je mettrai tous tes liens dans la description de la vidéo pour qu'ils puissent te contacter sans souci. Voilà. Et moi, je te remercie beaucoup pour cet entretien. De rien. Et en me préparant un petit peu, et je me suis rendu compte vraiment de l'importance d'avoir un maître en méditation. Et la dévotion, c'est pas une mince affaire, ça fait beaucoup travailler, beaucoup réfléchir. Mais en vérité, c'est vraiment elle qui nous apporte les bénédictions. Et je le réalise de plus en plus. Et voilà, donc pour clôturer, je voudrais vraiment rendre un dernier hommage à mon maître Sogyal Rinpoche. C'était vraiment un très très bel échange, et je te remercie encore. Merci, super.